pu réunir un peu tout le monde. Alors Jordan, viens t'asseoir là, puisque tu es le secrétaire départemental et l'organisateur de cette petite manifestation de ce matin. Et voilà, donc nous passons toute la journée dans le département de la Seine-Saint-Denis. Nous avons commencé ce matin par cette cérémonie en hommage à Monsieur le Chénadec. Toute cette journée, nous allons déambuler dans le marché d'Aulnay-sous-Bois et je pense après dans celui de Les Pavillons-sous-Bois. Au Chanzy. Au Chanzy. Et puis cet après-midi, nous irons visiter des commerçants. Tu ne m'as pas encore dit de quelle ville, mais tu me le diras. Peut-être ici, on viendra peut-être ici à Aulnay, ou voilà. Et puis ce soir, nous avons notre meeting à Leblanc-Ménil. Donc c'est une journée entièrement consacrée à la Seine-Saint-Denis, avec comme point d'orgue quand même non seulement le meeting, mais ce que nous avons fait ce matin, puisque nous l'avons fait, enfin on s'est déjà beaucoup exprimé à ce sujet-là, on l'a fait spécialement en hommage à ces deux personnes, et nous sommes les seuls à l'avoir fait. Nous aurions bien voulu que la mémoire de toutes les victimes de ces émeutes soit à peu près égale et équilibrée. Et là, ces victimes qui ne demandaient rien, enfin, le Chénadec était quand même descendu éteindre un feu de poubelle allumé intentionnellement et il y a perdu la vie. Alors, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est ce que Jordan, avec quand il développe toutes ces idées de banlieue patriote, ce que nous voulons faire passer comme message, un peu principalement ce matin et dans toute notre journée, c'est que devant l'échec, on constate tout le temps, en se promenant, moi si je suis un petit peu en retard, je suis désolé, d'ailleurs j'en ai plus, c'est que je n'ai pas pu résister à aller repartir à la cité d'urgence de Bobigny, derrière la voie de chemin de fer, là où était installé le tribunal de grande instance de Bobigny en 1975. Pendant 5 ans, on est resté dans des locaux, mais alors déjà extraordinairement vieux et délabrés. Et moi, c'était mes débuts d'avocat, et il a fallu que je retourne un peu là-bas. Et j'ai constaté qu'elle existait toujours, cette cité d'urgence. Le tribunal a déménagé, il est reparti, il est passé de l'autre côté de l'avenue, mais il y a encore des services sociaux, des services administratifs qui sont là. À propos, en voyant ça, on peut quand même pointer l'échec des politiques, des gouvernements qui nous précèdent, et je crois que nous pouvons dire que c'est seul le Front National qui peut, car c'est notre but, réconcilier ces quartiers avec la République et avec la France. Nous ne sommes pas venus mettre en opposition des quartiers, des départements, des groupes ou des prétendues communautés, comme on prononce un peu trop souvent le mot à l'heure actuelle. Nous sommes venus porter un message politique de fermeté en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne le trafic de drogue, en ce qui concerne la politique d'immigration, mais un message aussi de possibilité de réconciliation et de vie plus harmonieuse. Quand on passe et qu'on voit l'urbanisme créé depuis des années, peut-être pas parler des années 50 ou 55, parce que là c'était l'après-guerre, il fallait absolument loger, mais à partir de 1960, 1970, surtout 1980, on est toujours un peu saisi d'effroi. Mais en fait, de toute façon, il faut quand même le dire aussi, c'est pas l'urbanisme, même dégradé, même mal construit au départ ou dégradé ensuite, c'est pas l'urbanisme qui fait l'atmosphère d'un quartier, le fait de savoir s'il y a de la délinquance ou pas, c'est pas tellement ni l'urbanisme et l'aménagement. Ce sont vraiment certaines personnes qui y habitent. Voilà, on connaît d'autres endroits, notamment dans des pays étrangers, où l'urbanisme est encore plus, je veux dire, pénible à vivre en lui-même, mais où ça se passe bien, où les gens vivent quand même en bonne harmonie, ils ont réussi à trouver un cadre de vie. Voilà. Je pense que si les Français et nos compatriotes qui vivent dans
notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, s'apercevait qu'un gouvernement prenait vraiment des mesures pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre les trafics de drogue, qui pourrit tout, contre les incivilités, etc., etc., je pense que s'il voyait qu'on prend vraiment des mesures, qu'on a vraiment la volonté de s'attaquer aux maux les plus importants, il reprendrait le moral et il nous ferait bien entendu confiance et on pourrait à nouveau aller de l'avant. Alors que la pente est toujours descendante au jour d'aujourd'hui. Le FN, peut-il convaincre en Seine-Saint-Denis? Oui, il y a quelques années, dans les années 80, le Front National faisait de très bons scores en Seine-Saint-Denis. Et puis après, nous avons un peu baissé. Et maintenant, nous reprenons totalement vie. Je voudrais que la Jordan redonne un petit peu les vrais chiffres de tes élections cantonales et notamment les chiffres dans le canton dans lequel moi je crois que le Front National a une vraie place et un vrai débat à amener en Seine-Saint-Denis. Aux élections européennes, on est arrivé en tête, dans 24 des 40 villes du département, ce qui a fait nous le premier parti de la Seine-Saint-Denis. On est arrivé en tête en moyenne dans le département de la Seine-Saint-Denis. Avec plus de 20%. C'est pas simplement dans 24 villes, en moyenne. D'accord. Voilà. Donc dans 24 sur 40, ce qui fait quasiment 60% des villes sur lesquelles on en est, dont des villes assez emblématiques de ce phénomène de banlieue comme la Courneuve par exemple. Aux élections départementales aussi, on est également au premier tour le parti politique pour lequel on a le plus voté. C'est-à-dire si vous enlevez la totalisation de l'UMP, de l'UDI, du MoDem, du PS, des Verts, des Radicaux de gauche, qu'on prend parti politique par parti politique, le Front National est le parti pour lequel on s'est le plus exprimé aux élections départementales. Moi j'étais candidat sur un canton à la fois rural et urbain aussi, qui faisait cette bonne synthèse, je dirais. Il faisait une bonne synthèse, oui. Il y avait les deux plus petites villes, notamment du 93, qui sont Vaujour et Coubron. Je dirais qu'il y avait une bonne synthèse. On est arrivé en tête au premier tour, sur ce canton, avec plus de 30%, et avec des scores quand même assez notables au second tour, avec près de 48% sur la commune de Montfermeil, avec plus de 50% aussi sur les communes de Vaujour et Coubron, qui sont les deux plus petites villes du 93. Et puis j'attire votre attention aussi sur un sondage qui est paru récemment, une étude Odoxa pour le Parisien, qui place en fait le Front National comme le parti le plus plébiscité par les habitants des quartiers. Et nous on l'interprète de la manière suivante, c'est-à-dire que dans ces quartiers qui ont été totalement laissés à l'abandon par l'UMP, par le PS, par tous ces dispositifs de zonage, de politique de la ville, etc., il y a aujourd'hui une véritable soif de France. Il y a une soif effectivement de sécurité, de république, et nous au Front National on considère que ce n'est pas l'urbanisme dégradé principalement qui fait fuir les familles, mais bien le problème de la sécurité. Donc voilà, nous on entend effectivement... Le problème de la sécurité, je t'interromps, et le problème de l'éducation aussi. Le problème de l'école. Le problème de l'école. On le voit dans la banlieue parisienne, mais on le voit aussi dans un nombre important de grandes villes en province. Quand les parents sentent, mais les parents de toutes origines, sentent qu'avec près ou plus de 10 nationalités dans une école, notamment à l'école primaire, ils sentent et ils savent très bien que c'est à peu près fichu comme possibilité d'éducation. Il n'y a pas du tout de xénophobie ou quoi que ce soit dans ma bouche, c'est que, voilà, quand vous avez 10 nationalités différentes, avec des enfants qui viennent d'arriver pour la plupart, etc., c'est extrêmement difficile. Et les parents ont un souci très important d'éducation de leurs enfants, c'est comme ça que la vie va, et ils vont aller chercher ailleurs, et on voit ça en banlieue parisienne, et on voit ça aussi en province, ils vont chercher ailleurs des écoles publiques où l'éducation, la discipline, etc., parce que ça existe dans l'éducation nationale parfaitement, c'est encore assuré. Moi, je pense que c'est un des principaux moteurs, c'est d'ailleurs, encore une fois, ce que Christophe Guilluy décrit très bien dans son livre « La fracture française » et dans ses articles récents. Il y a la sécurité et il y a les possibilités d'éducation. Les enfants, dans quelles conditions sont-ils en classe et dans quelles conditions sont-ils dans la rue? Ça donne des soucis extrêmes à toutes les familles, de quelque origine qu'elles soient ce soit des Français qui seront là depuis longtemps, depuis 1 an, depuis des ans, depuis 2 ans, ou fraîchement arrivés. L'urbanisme dégradé dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas exactement le cadre qu'on a là autour de nous aujourd'hui. Est-ce que le Front National, en 2015, peut faire campagne confortablement aussi
dans ce qu'on appelle les cités, dans les coins difficiles, qu'on a en image d'Épinal quand on parle des zones de banlieue. La difficulté, le véritable problème dans les cités, c'est le problème de la sécurité, c'est le problème des zones de non-droit. Et il y a effectivement des problèmes qui se posent pour un militant politique d'aller faire campagne dans ces cités. Mais ce qui est vrai pour nous est aussi vrai pour vous, les journalistes, c'est aussi vrai pour la police qui ne peut plus faire son travail, c'est aussi vrai pour les médecins, pour les pompiers, pour les secouristes, etc. Donc je dirais que ce problème de sécurité, il est global et il coupe véritablement ces zones qui deviennent de fait des ghettos, puisque plus aucun des services de l'État ou des acteurs de la vie publique ne peuvent pénétrer dans ces quartiers. Alors bien évidemment, les partis de gauche peuvent facilement aller dans ces cités parce que pour eux, ces populations sont un peu de la chair à canon électorale, c'est-à-dire qu'on arrose de subventions, on fait campagne en promettant des mosquées, des choses comme ça. Donc effectivement, quand on voit ces populations comme de la chair à canon électoral, il est tout de suite beaucoup plus facile de pénétrer dans ces quartiers. Mais encore une fois, dans les cités, si vous voulez, le problème c'est une minorité active, une minorité violente qui plombe véritablement la vie de la majorité. Et qui est principalement fondée sur le trafic de drogue. Exactement. Hein. Et crois-moi que les trafiquants de drogue, il y avait des reportages quand même extrêmement intéressants qui ont été faits, d'immersion de journalistes dans certains quartiers. C'est pas parce que tu es de gauche que tu peux rentrer. Hein. C'est pas parce que tu es... personne ne peut venir véritablement troubler la vie paisible du trafic de drogue de telle ou telle cité. Voilà. Mais je le vois parce qu'encore une fois j'y vis, j'en viens, donc je peux en parler de manière peut-être plus légitime que d'autres responsables politiques. C'est-à-dire que dans ces cités, la population est fouillée quand elle rentre chez elle. La police a ordre de ne plus intervenir parce que si on intervient, eh bien, il y a le risque d'une émeute. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, ce risque, il faudra le prendre parce qu'on ne peut pas se résigner à laisser des caïds faire la loi, à laisser des caïds semer la terreur et terroriser, je dirais, une population qui, en majorité, est paisible. En fait. Et là, encore une fois, moi je parlais du tribunal de grande instance de Bobigny. Hein. Que j'ai énormément fréquenté, ce tribunal est totalement couvert d'affaires de drogue, de consommation, de petits trafics, de moyens trafics et de gros trafics. Les magistrats, les tribunaux ont totalement démissionné. Les peines sont devenues beaucoup plus légères. Il y a 20 ou 25 ans, 30 ans, pour les trafiquants, elles étaient dans la région parisienne extrêmement sévères. Maintenant, les niveaux se sont beaucoup abaissés. En plus, on ne fait plus les peines de prison. Et puis, cerise sur le gâteau, quand on est en prison, pour ces trafiquants de drogue, ben, ça ne change pas grand-chose de la vie habituelle, tellement le laxisme s'est institutionnalisé en prison. Donc, c'est à tous les bouts de la chaîne, mais je dirais presque que le maillon le plus faible dans toute cette chaîne, à partir du trafic de drogue, c'est le maillon judiciaire. C'est lui qui porte, ce sont les politiques qui se sont occupés de cette façon-là du maillon judiciaire qui porte presque la plus grande des responsabilités. Moi, je dis ça avec mon expérience. Donc vous nous expliquez qu'aujourd'hui, ça reste difficile de faire campagne dans ces quartiers. Oui, mais on le fait quand même. Bien évidemment, mais on le fait quand même. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais regardez les collages, aussi, par exemple. Voilà, interrogez Gilles Clavel, qui est là, qui a été départemental de Seine-Saint-Denis avant toi. Lui, il n'y a pas de problème. Bon, moi j'ai fait campagne sur l'une des communes sur lesquelles je faisais campagne au départemental, qui s'appelle Tremblay en France. C'est une cité où il y avait quand même une très très grande partie de logements HLM, de grands ensembles, grandes cités. On y va quand même, voilà, on va coller nos affiches, on va distribuer des tracts, etc. Mais encore une fois, je dirais ce problème de sécurité, il concerne vraiment tout le monde. Il concerne tous les corps de métier. Et aujourd'hui... le corps de métier politique. Même le corps de métier politique, même le domaine des acteurs de la vie publique qui devraient normalement pouvoir s'exprimer de manière démocratique, de manière légitime dans ces quartiers. Alors quand c'est pas l'extrême gauche qui nous en empêche, ce sont les radios. Alors, la drogue, la sécurité, si demain vous êtes élu au conseil régional, qu'est-ce que le Front National va pouvoir faire concrètement pour les habitants du 93 ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire dans la démagogie. On ne peut pas effectivement, à l'échelle de la région, résoudre l'ensemble des problèmes. Le problème, il est national, le problème, il est global, et il faut que la région, je dirais, qui est quand même, avec plus de 10 milliards de budget, un acteur important, hein, notamment dans la politique de la ville, dans la gestion des banlieues, etc., puisse exiger de l'État l'assurance de ses missions principales.
l'action de ses missions régaliennes. Ça passe par assurer la sécurité, ça passe par un renfort des politiques judiciaires, etc. Enfin, des fondamentaux à l'école, etc. Donc, encore une fois, on ne peut pas tout faire à l'échelle de la région, mais on peut encore, notamment sur la question des transports. La question du logement. La question du logement. La question du logement, on a mis... j'ai peut-être exemple sur les transports, c'est une proposition, je pense, qui nous démarque quand même largement des autres concurrents, c'est de placer dans les 381 gares de la région 2 agents armés dotés de prérogatives judiciaires en permanence, qui est aussi un moyen de lutter contre la fraude. On l'a vu, il y a une étude qui a été, et qui finance d'ailleurs la mesure par la manière. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois dans une gare de RERB pendant 4-5 heures. On a constaté qu'il y avait plus de 90% de ventes de tickets avec la présence d'agents de sécurité. Donc cette mesure s'autofinance. Voilà par exemple une proposition concrète qui nous démarque nos opposants politiques et qui est un moyen, je dirais, de sécuriser les gares, de rassurer un peu les usagers, etc. Est-ce que le problème des transports en Ile-de-France, c'est un problème de sécurité? Oui, principalement, et puis d'argent. Mais alors, toujours dans le même sujet, si vous permettez. En ce qui concerne le logement, si vous regardez notre programme, nous avons par exemple proposé des mesures selon lesquelles le Conseil régional n'aiderait les bailleurs sociaux, il le fait à l'heure actuelle, mais n'aiderait les bailleurs sociaux que si, par exemple, dans le règlement intérieur de tel ou tel immeuble ou tel groupe d'immeubles, serait interdit ce qu'on peut appeler les attitudes communautaristes, et notamment le port d'habits ou d'insignes religieux ostentatoires dans les parties communes et dans les extérieurs de ces cités. Voilà ce que peut faire le Conseil régional. Mais encore une fois, Jordan l'a bien dit, il ne faut pas faire démagogie. Je peux là aujourd'hui pointer quand même du doigt la proposition parue ce matin de la part de Mme Pécresse. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, où elle propose que le Conseil régional fasse dépister l'usage de la drogue dans les lycées. Excusez-moi, mais c'est encore une fois de la part de Mme Pécresse n'importe quoi, car le Conseil régional n'a aucune compétence pour pratiquer lui-même ce dépistage ou pour contraindre l'éducation nationale à pratiquer ce dépistage. Je trouve Mme Pécresse, dans sa volonté d'essayer de trouver des solutions peut-être innovantes, assez ridicules. Vous voyez, en ce qui concerne le port, vous parliez des transports, elle préconise le port obligatoire d'une pièce d'identité dans les transports. Alors, c'est une mesure liberticide, et je peux indiquer que c'est une mesure qui avait été mise au point sous Vichy. C'est le gouvernement du maréchal Pétain qui a obligé, pendant le temps où il a gouverné, les Français à porter obligatoirement une pièce d'identité. Après, c'est devenu pas obligatoire, et c'est d'ailleurs une mesure de liberté. La mesure de dépistage obligatoire de la drogue, même si le Conseil régional avait une compétence alors qu'il ne l'a pas, c'est une mesure très liberticide, et c'est une mesure démagogique, parce que Mme Pécresse propose ça parce qu'elle sait que si ses amis reprenaient le pouvoir, ça serait toujours le même laxisme envers le trafic et les trafiquants de drogue. Alors on sait que pour éradiquer le plus possible la consommation de drogue et le trafic de drogue, il faut frapper de façon extraordinairement sévère les trafiquants, ce qui n'est plus fait. Donc, votre question me permet de bien caractériser les compétences du Conseil régional. Nous essayons de ne pas en sortir de ces compétences et de pointer du doigt la démagogie, le caractère vraiment fallacieux des propositions de Mme Pécresse. Vous pensez que la politique